On fait le point sur ce projet d'entente avec le journaliste Christopher Nardi du National Post et la professeure de sciences politiques à l'Université d'Ottawa, Geneviève Tellier. Alors, le Canada a, par le passé, refusé de participer au bouclier antimissile. Bon, à l'époque, ça ne s'appelait pas le bouclier doré. Est-ce que cette fois-ci, Christopher, on voit le Canada qui plie l'échine? Bien, je pense que le Canada voit ça comme une pièce de négociation. Donald Trump, il pense en termes d'argent. Tout est un montant d'argent et une contribution à ce dôme antimissile, c'est quelque chose qui est quantifiable et qui est échangeable. Nous te donnons ceci et tu nous enlèves ceci ou tu nous donnes ceci. Alors, le dôme, je pense que c'est comme ça que Mark Carney. C'est sûr que de participer à un bouclier antimissile ou un système de défense américain, lorsque le premier ministre Carney jure qu'il veut séparer ou veut distancer, disons, notre défense nationale et notre approvisionnement de défense nationale des États-Unis, c'est un peu contradictoire, on va se le dire, et je pense que Mark Carney en est très, très, très conscient, d'où le fait que publiquement, il ne se mouille pas. Il ne s'avance pas une tonne, il n'en parle pas de ce bouclier antimissile une tonne. C'est un sujet de discussion, mais donc je pense que lorsqu'on parle de, justement, négociation pour enlever un tarif et cette éventuelle nouvelle entente qu'il veut avec les États-Unis, le bouclier antimissile, la participation pour le Canada, c'est un signe de dollar qui est échangeable, mais est-ce que c'est, disons, le choix de prédilection? Je ne suis pas convaincu, parce qu'encore une fois, ça arrime davantage notre défense aux États-Unis auquel Mark Carney veut se séparer. Et Geneviève, il vient de le dire, là, Christopher, le fait est que le bouclier antimissile, il n'en parle pas vraiment, Mark Carney. Et à l'époque, lorsqu'on a vu avec Paul Martin ou par le passé, le public n'était pas très chaud à cette idée-là. Est-ce qu'il y a un risque de perdre l'appui populaire, cette lune de miel que certains trouvent qui se perpétue? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à faire ça à incognito avec Donald Trump, homme à homme, sans parler au grand public? Je pense que si c'était pas Donald Trump, oui, il y aurait un risque, mais c'est Donald Trump. Puis j'ai l'impression que tout le monde a vu que, comme le disait Chris, il y a une monnaie d'échange dans tout ça et il faut lui donner quelque chose. Maintenant, le dôme doré, c'est pas demain matin qu'on va l'avoir. On l'aura peut-être jamais. C'est peut-être une façon pour nous d'augmenter nos dépenses en défense, de satisfaire les Américains, de leur envoyer un petit peu plus, de participer au développement d'une certaine technologie. Donc, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut cocher des cases puis dire oui, ça peut être bon pour nous, mais on n'est pas encore rendu à l'étape de oui, il va y avoir un dôme doré en Amérique du Nord qui va nous protéger. Est-ce que ça nous empêche de nous séparer des Américains? On n'a pas le choix. On ne peut pas se séparer des Américains. La géographie nous oblige à travailler avec eux. Alors, si on veut s'éloigner un peu des Américains, ça va peut-être sur des contrats, d'acheter de l'armement, se rapprocher des alliés européens, mais on ne pourra pas couper les liens totalement. Alors, faisons plaisir à Donald Trump. Puis je pense que la plupart des Canadiens pensent ça aussi. Faisons plaisir à Donald Trump. Dans 4 ans, il ne sera peut-être plus là, on n'en parlera plus, puis on passera à Achetons une certaine paix, en quelque sorte. Oui, c'est ça. En réalité aussi, c'est que les adversaires des États-Unis sont les mêmes que les nôtres, pour l'instant, du moins. La Russie, la Corée du Nord, la Chine, dans un certain aspect peut-être un peu moins militaire, traditionnel. Mais les adversaires pour lesquels on craint, pour les buts d'un missile, un bouclier antimissile, comme disait Geneviève, nous sommes essentiellement, géographiquement, un territoire. Et on est isolé de presque le reste du monde, sauf l'Amérique du Sud, par 3 océans. Et donc, il y a une... Comment dire? Il y a une logique à considérer le Canada et les États-Unis comme un territoire à protéger. Si et tant et aussi longtemps que nos adversaires restent les mêmes. Après ça, s'il y a quelque chose qui s'éclate aux États-Unis à l'interne, là, ça pourrait être un problème de partager une défense. Si on commence à avoir des adversaires géographiques différents, là aussi, il y a un problème. Mais pour l'instant, les intérêts de défense demeurent sensiblement les mêmes. Et c'est une considération. Mais quand on regarde, le bouclier antimissile, Geneviève le disait, c'est pas sûr qu'il va être construit. Le coût est tellement énorme. Les évaluations un peu plus indépendantes mettent ça de façon astronomique. Mais si on signe quelque chose, s'il y a un engagement, Donald Trump n'est pas celui qui respecte le plus des fois ses ententes, mais nous, est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre le doigt dans l'engrenage et se voir dans plusieurs années être obligé de payer une facture qui augmente, qui augmente, qui augmente? Absolument. C'est toujours un risque. Puis en fait, avec Donald Trump, c'est ça, on ne sait jamais tout à fait à quoi s'attendre. Puis ça me fait penser, lorsque, durant son premier mandat, le président avait annoncé le fameux Space Force, là, cette armée de l'espace à laquelle personne ne croyait.
Bien, ça existe. Est-ce qu'on a envoyé des militaires dans l'espace? Pas encore. Mais cette unité existe maintenant dans les forces armées américaines. Donc, de dire que le bouclier ne verra jamais le jour, c'est peut-être penser qu'il y a des choses un peu plus folles qui se sont déjà passées. Maintenant, c'est une idée qu'il a eue. Donald Trump aime l'or, c'est le bouclier doré, tout ça. C'est une idée. Mais est-ce que, justement, comme Geneviève disait, il y a une façon de s'engager dans un projet qu'on pense peut-être ne marchera pas, s'acheter de la bonne foi dans des négociations? C'est peut-être aussi là que le gouvernement Carney est rendu dans sa réflexion. Puis une question d'image aussi. Rappelez-vous le traumatisme des ballons blancs qu'on a connu il y a un an ou deux. Les ballons espions. C'est ça. Si ça revenait, ces ballons-là, puis qu'on a justement cette idée, ce projet de dôme doré, bien là, on va pouvoir dire aux Canadiens, bien, vous savez, c'est ce genre de menace-là, voici pourquoi, on a un plan, à l'avenir, on va savoir quoi faire. Donc, une autre case, je dirais, qu'on a cochée, et je pense que pour ces raisons-là, les Canadiens vont plutôt fermer les yeux. Ça va être dans quelques années, quand on va voir le coût, si ces coûts-là augmentent, combien ça va coûter, en quoi on s'engage, les fins détails du contrat. Là, ça reste d'être plus compliqué, mais pour l'instant, je pense que pour M. Carney, ce qui est important, c'est de négocier son traité de libre-échange. C'est peut-être ça qu'il faut donner en contrepartie. Si on regarde dans les autres éléments qui ont été révélés par Radio-Canada, par cette entente, il y a le fait d'investir en Arctique. Est-ce que dans ce cas-là, c'est pas une façon pour Mark Carney d'avoir un peu de monnaie d'échange, de dire « Ah oui, on va en faire plus », mais dans le fond, ça nous permet de rencontrer nos objectifs de l'OTAN, nos objectifs par rapport aux Américains, notre propre protection. Est-ce qu'il n'a pas réussi à glisser une considération qui est bénéfique pour nous, en quelque sorte? Oui, donc ce qui est compliqué dans cette affaire-là, c'est qu'il n'y a pas d'entente encore. Hein? C'est ça, ils s'échangent des textes. Puis le libellé, on m'a averti quand même au bureau du premier ministre aujourd'hui que le libellé des textes est en train de changer constamment. On est vraiment comme... Et j'imagine que l'idée, c'est qu'on aimerait avoir de quoi de concret à annoncer au G7 quand Donald Trump est là. Est-ce que ce sera réalisable? C'est hyper complexe. On s'entend comme négociation. L'Arctique est une priorité géopolitique tout aussi importante pour les États-Unis que pour les Canadiens. Donc, ça ne m'étonne pas, en fait, que les États-Unis mettent beaucoup de pression, probablement, sur le Canada, d'augmenter notre défense de l'Arctique. Ils l'ont fait avec notre système de détection de radar qui est désuet. Maintenant, ils nous ont poussé à beaucoup plus investir. Les ballons, on revient à cette histoire de ballons chinois. Je sais que pour les forces armées canadiennes, ça a été vraiment une déception de savoir que c'est les chasseurs américains qui se sont rendus les abattre avant même les nôtres parce que notre capacité n'était tout simplement pas là de se rendre rapidement. Donc, l'Arctique est une priorité partagée. Donc, il y a un avantage tout à fait pour les Canadiens d'investir là-dedans pour se défendre. C'est notre front avec la Russie, la Chine aussi, ça devient un front avec la Chine. Mais les États-Unis sont très intéressés par l'Arctique aussi et ont tout intérêt à ce qu'on le défende. En terminant, on a appris que Michael Sabia quitte Hydro-Québec pour devenir greffier du conseil privé et secrétaire du cabinet du gouvernement du Canada. C'est un retour à Ottawa. Geneviève, j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que ça va donner comme politique d'avoir cette personne-là qui est un acteur de changement, bien souvent, qui obtient un rôle clé au sein du gouvernement? C'est une grosse annonce, à mon avis. C'est le fonctionnaire numéro 1 de Mark Carney. C'est lui qui va mettre en œuvre la vision de Mark Carney. Et il connaît la fonction publique au fédéral. Et c'est ça que ça prenait. Ça prenait quelqu'un qui est bien au fait de tous les détails, de la mécanique, de savoir comment faire avec des ententes avec tous les ministères, faire le pont entre les élus et les fonctionnaires aussi. Ça me fait un peu penser à la réforme des années 90 de Jean Chrétien. Ça prenait un maître d'œuvre. Je pense que Mark Carney est allé chercher Michael Sabia comme maître d'œuvre. C'est peut-être moins une bonne nouvelle pour M. Champagne, parce que M. Champagne, normalement, en tant que ministre des Finances, aurait dû un peu piloter ce genre de réforme-là. Puis quand je dis réforme, c'est couper les coûts, faire autrement, amener l'intelligence artificielle, donc tout moderniser la fonction publique. Alors, je pense que pour M. Carney, il a trouvé finalement la personne qui avait besoin. M. Carney ne peut pas tout faire tout seul et il a besoin de quelqu'un de cette stature-là et il l'a trouvé avec M. Sabia. Michael Sabia qui, va arriver et devrait contribuer à cet agenda chargé de Mark Carney. Après quelques semaines, il va arriver le 7 juillet. Geneviève Tellier, Christopher Nardi, merci d'avoir été avec nous. Merci.